Alors, bonjour à tous, moi je suis Sylvain Redon, je suis neurologue au centre douleur de la Timone. Alors, vous l'avez vu dans la première présentation du docteur Elias, il est possible dans la sclérose en plaques d'avoir des troubles de sensorialité, des troubles sensitifs qui peuvent même quelquefois être compliqués de douleurs, de véritables douleurs neuropathiques. Les troubles de la sensibilité, ils sont groupés en deux grandes familles. D'abord, la sensibilité superficielle, la sensibilité fine, c'est-à-dire la capacité à ressentir avec le toucher, avec le- la peau, un stimulus, alors une petite aiguille ou un petit objet. Ressentir également les changements de température, le chaud, le froid et toutes ces variations de température, eh bien, c'est la même sensibilité, c'est le même type de sensibilité qui peut être relié à des douleurs neuropathiques. La sensibilité profonde, c'est un autre grand groupe qui n'est pas associé à des douleurs, mais qui a un rôle dans la perception de son propre corps ou d'une partie de son propre corps, dans la perception du corps dans l'espace. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme les yeux, on est capable tous de distinguer la position de son bras, la position d'un membre et la position de son propre corps dans l'espace. Lorsqu'il y a une affection de cette sensibilité, ça peut aboutir à des difficultés d'équilibre et des difficultés de marche. Alors, comme dans les problèmes moteurs, il est possible également, pour les problèmes de sensibilité de la peau, les sensibilités superficielles, de réaliser un renforcement donc de la rééducation. Et là, il s'agira plutôt d'auto-rééducation, c'est-à-dire très régulièrement de stimuler la peau avec des variations de température ou bien différents objets, quelquefois des outils tels que cette balle à picot qu'on voit là, en l'appliquant très régulièrement sur la peau, sur la surface qui est insensible ou en baisse de sensibilité, on peut arriver à stimuler, à retrouver une certaine perception de la sensibilité. On peut également appliquer cela pour les jambes, les membres inférieurs au niveau des pieds, avec différents types d'outils, des massages, des automassages réguliers. Concernant la sensibilité profonde, celle qui a un rôle dans la position de son propre corps, il y a également un rôle de la kinésithérapie, de la rééducation, où on va également stimuler, rééduquer cette position de son corps, d'une partie de son corps, donc de certains membres, dans l'espace. Alors, ces troubles sensitifs peuvent être associés à des douleurs. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre les trois grandes familles de douleurs dont on parle usuellement. Les douleurs dites nociceptives. Nociceptive, ça veut dire qu'il y a un tissu, une partie du corps, ça peut être une articulation, un muscle, qui est lésé, qui est souffrant, qui est inflammé. Alors, l'exemple qui est montré, c'est une douleur du muscle lorsqu'on porte un objet. Et donc, ça, c'est une stimulation, une lésion d'un tissu, mais qui n'est pas du nerf. Et on appelle ça une douleur nociceptive. Lorsque la lésion elle touche le système nerveux, les neurones, ça peut aboutir à un type de douleur particulier qu'on verra tout à l'heure, qu'on appelle douleur neuropathique. Il y a un troisième grand cadre de douleur qu'on appelle douleur nociplastique. C'est un petit peu plus compliqué à expliquer et quelquefois à comprendre. Avant, on appelait ça les douleurs dites sans cause. Alors, c'est un peu embêtant de parler de douleurs, alors que le patient ressent des douleurs, de dire qu'elles sont sans cause, puisqu'il se passe probablement quelque chose qui aboutit à ces douleurs. Mais effectivement, ce sont des douleurs qui ne sont pas liées à une agression d'un tissu ou à une inflammation ou à une lésion. Il n'y a pas d'inflammation forcément qui explique l'intensité et le type de douleur que ressent le patient. Alors, on sait effectivement que certains patients peuvent avoir ce type de douleur dite nociplastique. En fait, il se passe au niveau cérébral tout un tas de modifications, des modifications chimiques, des modifications du système nerveux qui aboutissent à une dérégulation de la sensibilité à la douleur et donc à une modification du thermostat de la douleur où le patient peut ressentir des douleurs dans des situations qui normalement ne devraient pas aboutir à des douleurs. Alors, si on s'intéresse spécifiquement à la sclérose en plaques, on se rend compte dans cette image-là que la douleur strictement neuropathique, lorsqu'on examine des patients qui sont atteints de sclérose en plaques, la douleur strictement neuropathique, ce n'est pas celle qui est forcément la plus présente.
Elle est ici présente dans uniquement 10% des patients. La douleur dite nociceptive, elle est possible dans la sclérose en plaques. Ce qui est possible d'avoir des problèmes de posture, des douleurs articulaires, des douleurs lombaires, des douleurs musculaires, des douleurs liées à la spasticité, par exemple, qui sont comprises dans les douleurs associées à la maladie sclérose en plaques. Il existe également des situations de douleurs nociplastiques qu'on vient de détailler. Il y a un tiers des patients environ qui peuvent avoir des douleurs mixtes, c'est-à-dire à la fois neuropathiques, mais également nociplastiques. Alors, je ne vais pas détailler l'explication de ces douleurs neuropathiques qui ont été présentées par le docteur Elias tout à l'heure. Donc, il y a effectivement une altération de ces neurones sensitifs, qui vont aboutir à des problèmes de terminaison, de douleurs neuropathiques. Alors, la douleur neuropathique dans la sclérose en plaques, à quel endroit est-ce qu'elle peut être? Eh bien, ça va dépendre de la structure nerveuse qui est touchée. Dans le premier exemple, si la structure nerveuse elle se situe au niveau cérébral, il est possible d'avoir des douleurs principalement dans une moitié de corps du même côté, généralement. Alors, ça peut être une seule partie du corps, ça peut être que le bras ou ça peut être que la jambe, mais en tout cas, c'est généralement du même côté. Si la structure nerveuse qui est touchée, elle concerne la moelle épinière, là, en général, les douleurs, elles sont plutôt localisées en dessous, c'est-à-dire au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau des pieds, et elles sont souvent symétriques des deux côtés. Il est possible, alors tout à l'heure, on parlait d'une atteinte du nerf optique, par exemple, dans la sclérose en plaques, mais il y a également d'autres nerfs qui ont un rôle dans la sensibilité. Ici, c'est le nerf trijumeau qui est impliqué dans la sensibilité du visage. Alors, il y en a un de chaque côté. Donc et lorsque la maladie atteint le nerf trijumeau, on peut avoir des douleurs dans cette partie du visage, et ce qu'on appelle la névragie du trijumeau. Alors, pour poser le diagnostic d'une douleur neuropathique, alors c'est assez caractéristique de l'exploration de la douleur, c'est que nous, médecins, nous ne ressentons pas la douleur. Donc, le principal moyen de comprendre quel est le diagnostic de la douleur, c'est d'interroger le patient et d'écouter ce que ressent le patient en termes de caractéristiques, en termes d'endroit et en termes de caractéristiques. La douleur neuropathique, elle a des caractéristiques particulières avec des mots qui sont souvent utilisés par le patient, la sensation de fourmillement, de démangeaison, de décharge électrique, un engourdissement ou la sensation que ça démange dans l'endroit douloureux. Alors, voilà, on va écouter cette patiente peut-être. Il faut que je rapproche le micro. En fait, quand je ne touche pas, j'ai l'impression que c'est comprimé et puis c'est très sensible. Et dès que je touche, j'ai l'impression de sentir l'électricité en fait. Vous touchez vos jambes? Oui, je sens de l'électricité. Et le fait des vêtements, c'est... Aussi, le frottement me gêne, enfin, même les draps en fait me gênent. Alors, on a besoin de tous ces éléments pour étayer et pour penser et poser le diagnostic de douleur neuropathique. On va compléter cette description par un certain nombre d'examens que réalise le neurologue. Alors, on va examiner le caractère d'anesthésie ou de perte de sensibilité qui peut être en rapport avec cet endroit douloureux. Alors, on ne va pas le faire avec un fer à repasser. En général, on utilise des petites aiguilles et on regarde quelle est la capacité à discriminer ces petites aiguilles à l'endroit qui est insensible. Et puis, il y a une autre particularité, c'est ce qu'on appelle, nous, l'allodynie. C'est la possibilité d'une douleur au contact d'une surface ou bien au mouvement d'une surface. C'est ce que la jeune femme a détaillé tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque le drap frôle ou lorsque le drap touche cette partie du corps, eh bien, ça réveille des douleurs alors que normalement, ça ne devrait pas. Le neurologue va également utiliser certains outils pour évaluer les autres composants de la douleur et le retentissement de cette douleur. Il faut évaluer à quel endroit est-ce qu'elle est précisément. Est-ce que c'est une surface qui est assez petite ou qui est beaucoup plus diffuse à l'ensemble de la moitié du corps ou bien laquelle partie du corps? Est-ce que la douleur, elle est permanente tout au long de la journée ou est-ce qu'elle est là à certains moments de la journée ou éventuellement à certains moments de la semaine particulièrement forte? Est-ce que cette douleur neuropathique, elle est associée à d'autres formes de douleurs qu'on a dit tout à l'heure?
Est-ce que sa douleur elle est particulièrement insomniante? Est-ce qu'elle aura une répercussion importante sur la qualité de sommeil? Est-ce que cette douleur elle aura une répercussion importante sur les facteurs de stress et sur les facteurs du moral? Si la douleur elle est assez focalisée, par exemple sur une partie du membre, par exemple une partie du bras ou une partie de la main ou une partie de la jambe ou une partie du pied, il est possible d'appliquer certains traitements de la douleur neuropathique qui seront locaux, uniquement à cet endroit-là. Alors, il y en a deux principalement, c'est la capsaïcine à forte concentration et également la toxine botulique. La toxine botulique, vous le connaissez peut-être sous le nom de Botox, alors ce n'est pas strictement utilisé uniquement dans l'indication de l'esthétique, ça a aussi plein d'autres rôles, et notamment dans la modulation de la douleur neuropathique. Il s'agit en fait donc d'appliquer tous les 3 mois, en général, tous les 3 mois, une séance de toxine botulique uniquement à l'endroit, et ça peut quelquefois réduire l'intensité de la douleur neuropathique. Pour la capsaïcine, c'est également tous les 3 mois, un patch à forte concentration. Ça se réalise strictement dans des unités douleur qui sont habituées à cela. Il est possible que le neurologue vous propose certains traitements médicamenteux, donc pas des traitements locaux, des traitements par comprimé. Et alors voici les 5 principales molécules qui sont possiblement proposées dans ces douleurs neuropathiques. Alors vous le voyez, il s'agit pour les 3 premières des antidépresseurs et pour les 2 dernières des antiépileptiques. Alors c'est toujours assez perturbant d'entendre le mot antidépresseur ou bien antiépileptique pour un patient alors que le patient souffre de douleurs en rapport avec la sclérose en plaques. Alors nous le savons effectivement que c'est perturbant d'entendre ces mots, mais il faut bien comprendre donc pour quelles raisons est-ce que certains de ces antidépresseurs ont un rôle dans le fonctionnement de la douleur neuropathique? Il faut comprendre que la douleur neuropathique, elle est médiée par donc, tout un système nerveux qui sont connectés entre eux par des synapses. Et à l'endroit de ces synapses, il y a, pour transmettre le message nerveux, le message douloureux, il y a tout un tas de facteurs chimiques, de molécules chimiques, des neurotransmetteurs qui sont impliqués. Il est possible que certains de ces antidépresseurs modifient les transmissions de ces systèmes neuronaux et donc réduisent la douleur neuropathique. De la même manière, pour certains antiépileptiques, en agissant sur d'autres formes de médiateurs, d'autres formes de substances chimiques, il est possible que certains antiépileptiques réduisent la douleur neuropathique. Un cas assez particulier, qui est une autre forme de douleur, on a dit la névralgie du trijumeau. Alors, la particularité, c'est que là, les antidépresseurs marchent en général pas beaucoup, ou en tout cas beaucoup moins que certains antiépileptiques particuliers. C'est donc pour ça que j'ai fait cette diapositive. C'est certains antiépileptiques un peu spécifiques qui marchent souvent mieux que les autres. Dans la névralgie du trijumeau, il arrive quelquefois que les médicaments ne soient pas assez bien tolérés pour le patient, ou bien que la névralgie soit trop résistante à ces médicaments. Et il existe donc d'autres traitements assez spécifiques qu'on n'utilise que dans la névralgie du trijumeau et pas dans d'autres formes de douleurs neuropathiques. Ce sont les traitements de neurochirurgie ou de radiochirurgie qui vont cibler ce nerf trijumeau. Parmi les traitements non médicamenteux, ce qu'on utilise couramment, c'est la neurostimulation transcutanée, c'est-à-dire à travers la peau. Alors l'acronyme, c'est anglais, c'est le TENS, donc ça veut dire neurostimulation transcutanée. L'idée, c'est une prescription, donc c'est une prescription qu'on propose au patient. Le patient va réaliser à la maison ou dans sa vie courante tous les jours, une ou plusieurs fois par jour, une séance d'une trentaine de minutes où il va appliquer des patchs sur la peau, soit à l'endroit de la douleur, soit un peu plus haut, en tout cas dans un endroit dont on pense être efficace sur ce type de douleur. Le principe d'action, c'est qu'on espère, en stimulant la peau, stimuler et recruter un certain nombre de fibres qui ne sont pas responsables de la douleur en elle-même, mais on espère qu'en les stimulant, on va réduire l'influence des autres fibres qui, elles, sont responsables de la douleur. Donc, c'est le principe de la stimulation à haute fréquence qui ne doit pas normalement générer de douleur et qu'on espère peut réduire l'intensité de la douleur. Il y a également d'autres formes de stimulation, toujours avec le même type de procédé et le même type d'électrode, cette fois-ci avec une stimulation à basse fréquence, mais avec une plus haute intensité. Alors, le processus dont on pense efficace, c'est bien un autre procédé, c'est-à-dire en stimulant de cette manière-là, on espère libérer au niveau du corps un certain nombre de substances qui peuvent réduire la douleur.
il existe bien sûr des traitements complémentaires. Complémentaires, on entend par là en complément de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser soit en plus de ce qu'on vient de dire, soit lorsque les traitements médicamenteux n'ont pas fonctionné et que le patient souffre de douleurs invalidantes, chroniques. Chronique, ça veut dire depuis longtemps. Parmi les traitements complémentaires, j'en ai proposé deux. La psychothérapie, alors on cible principalement les thérapies cognitivo-comportementales. Ce qu'on appelle cognitivo-comportemental, c'est que le psychologue ou le psychiatre va essayer de voir chez le patient, pour chaque individu, quelles sont les stratégies que le patient utilise régulièrement au quotidien qui peuvent, en plus de la douleur chronique, eh bien, aggraver le handicap. Par exemple, certaines pensées, certaines phobies, certaines craintes qui, en plus du fait d'être douloureux, vont amplifier le handicap de la douleur, voire augmenter la sensibilité à la douleur. Il y a également des traitements de relaxation. Parmi ces techniques, la thérapie de pleine conscience. Le principe de la pleine conscience, c'est d'apprendre et donc de réaliser également régulièrement, une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Pendant cette séance, le patient va tâcher de se focaliser uniquement sur l'instant présent, le moment présent, en essayant d'écarter tous les pensées parasites, les pensées d'avant ou d'après qui peuvent parasiter l'esprit du patient. L'idée, c'est de libérer de réduire tous les facteurs de stress qui sont associés à la douleur en se focalisant uniquement sur l'instant présent. En conclusion, la prise en charge de la douleur neuropathique, elle est forcément individualisée. Elle va dépendre de chaque patient, elle va dépendre de sa propre douleur, de son ressenti de la douleur et de toutes les autres choses associées à la douleur, les problèmes de sommeil, les problèmes de morale, etc. La prise en charge, elle peut être médicamenteuse. Effectivement, vous l'avez vu, il y a certains médicaments qui peuvent avoir un intérêt. Alors, vous le savez, peut-être pour certains, oui, certains de ces médicaments peuvent donner des effets secondaires qu'on espère les plus légers possibles. Ça peut être effectivement de la fatigue, des problèmes de fatigue, de sommeil, de prise de poids, des problèmes de nausée. Il existe également des traitements non médicamenteux qui peuvent être complémentaires ou isolés, qui peuvent également marcher isolément. Sur les troubles sensitifs, il y a un travail également de rééducation sensitive et de rééducation de proprioception, parce que la sensibilité, elle n'est pas uniquement douloureuse, elle a un rôle dans la perception de son corps dans l'espace. Je vous remercie.